Salut les petits potes, c'est Geek Daddy, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, dans quelques jours sort le dernier Star Wars, l'épisode 8, Les Derniers Jedi. Et on a eu envie avec Marco de vous faire une petite vidéo dessus. Alors oui, tout a été dit sur l'épisode 7. Hein, il y a eu énormément de vidéos, de reviews qui sont sorties sur internet sur l'épisode 7. Tout a été dit sur les bandes annonces de l'épisode 8. Beaucoup de choses en tout cas. Elles ont été décortiquées en long, en large, en travers, image par image. Il y a des spéculations qui fusent de partout. Aujourd'hui, on voulait vous parler de nos attentes concernant l'épisode 8. Effectivement, l'épisode 7 a posé un certain nombre de nouvelles choses, de nouvelles bases, avec des nouveaux personnages, une nouvelle situation. Et surtout, beaucoup de questions. Et beaucoup de questions. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons lister ces questions auxquelles les épisodes suivants devront répondre, que ce soit l'épisode 8 ou l'épisode 9. Mais en tout cas, je pense que c'est bien de se poser la question avant de retourner au cinéma. Pour se dire, bien, il faut se poser la question, de se dire, mais si je fais les conneries, qu'est-ce qu'on attend quoi? Quelles sont nos attentes concernant cet épisode? De quoi ça s'agit? De quoi ça s'agit, exactement. Alors, on va pas spéculer. On y va? C'est parti? Allez, on y va. Les méchants, tout d'abord. Alors, première question, qui est Snoke? Est-ce que c'est juste un vieux rabougri, on ne sait pas d'où il sort comme ça, ou est-ce qu'il y a un rapport avec les épisodes précédents, la trilogie originale, la prélogie? Est-ce qu'il sort de nulle part? Est-ce qu'il est nouveau complètement? Ou bien est-ce que c'est un personnage connu? Ou est-ce qu'il a un lien avec des événements ou des personnages qu'on connaissait déjà? Comment a-t-il attiré Ben Solo, alias Kylo Ren, vers le côté obscur? Comment il a pris contact avec lui déjà, dans un premier temps, et comment il a réussi à l'attirer, et du coup, qui sont les Chevaliers de Ren? Ouais, on apprend que dans l'épisode 7 que Kylo c'est un maître des Chevaliers de Ren. Est-ce que ça veut dire que du coup en étant maître il est au-dessus des autres Chevaliers de Ren, ou est-ce que tous les Chevaliers de Ren sont des maîtres des Chevaliers de Ren? Enfin bon, on sait pas trop, on connaît pas cette caste, on connaît pas ce... Puis même c'est le seul qu'on voit au final. Voilà, on aperçoit dans la vision de Rey éventuellement qu'il y en a d'autres, mais on sait pas qui sont. On peut se poser aussi la question de la puissance de Kylo Ren, c'est-à-dire que Kylo Ren fait des choses dans l'épisode 7 qu'on n'avait jamais vu dans la trilogie originale et dans la prélogie. Notamment arrêter un laser. Quand il arrête le laser là, on sent vraiment un pouvoir, il est tranquille, il discute et on voit le laser qui bouge pas à côté. C'est quelque chose qu'on n'avait jamais vu. Ouais. Il y a la paralysie aussi de l'adversaire. Ouais. Quand il fige totalement Rey, qu'elle peut même plus bouger, qu'il arrive à tourner autour, on sent qu'il y a un pouvoir qui est assez inédit quand même. On sent qu'il est hyper balèze. Et puis il a une faculté aussi de lire dans l'esprit. Enfin, de ce qu'on comprend, c'est qu'il va réussir, lui, il se sent capable de réussir à récupérer la carte de la galaxie manquante, parce que Rey l'a vu 5 secondes. Donc, alors oui, Dark Vador lit dans les esprits, puisque à la fin de l'épisode 6, il comprend que Luke pense dans sa sœur, mais c'est quand même pas hyper précis au point de pouvoir positionner des planètes dans une carte, quoi. Là, on est quand même sur... Puis dernièrement aussi, concernant le pouvoir de Kylo Ren, le tir de blaster qu'il prend dans le flanc à la fin de l'épisode 7, c'est pas n'importe quelle arme qui lui tire dessus, c'est l'arbalète Wookiee dont on nous montre tout le long du film qu'elle est quand même super puissante et qu'elle envoie valdinguer les mecs à 10 mètres quand on leur tire dessus. On a aussi rediscuté du combat à la fin contre Rey où on dit ouais il a juste pris un coup de blaster et il arrive quand même à se battre contre elle. C'est l'arbalète Wookiee de Chewbacca qui lui a tiré dessus, c'est pas n'importe quelle arme. Ensuite, il faudra aussi qu'on parle de Luke, puisque Luke on ne le voit absolument pas dans l'épisode 7. Enfin, on l'aperçoit, on va dire, enlever sa capuche. Donc voilà pourquoi Luke, donc en parallèle à la première question, pourquoi Luke a échoué à former Ben Solo. Est-ce qu'il avait d'autres disciples à ce moment-là aussi? Est-ce qu'il formait que Ben ou est-ce qu'il y en avait d'autres? Est-ce que Rey faisait partie de cela? Même à son plus jeune âge, on sait pas. Ouais, là tu spécules là. Nos spéculos. Pourquoi Luke est-il réellement parti? On nous dit qu'il est parti parce qu'il a fui justement cet échec. Alors ouais, il y a deux choses. C'est ce que Yann il sous-entend qu'il est parti pour trouver le premier temple Jedi. Ouais. Il dit que ceux qui le connaissent bien savent qu'il n'est pas parti juste parce qu'il était vénère et il est parti chercher le premier temple Jedi. Qu'a-t-il trouvé avec ce premier temple Jedi et qu'est-ce que c'est qu'un temple Jedi? Oui, parce que ça n'avait jamais été abordé dans la saga, ça a été évoqué dans l'univers étendu, notamment dans Rebels et dans Clone Wars. Oui. Et vite fait dans Rogue One. Mais qu'est-ce que du coup il va y trouver? Est-ce que c'est un endroit où il y a de la force qui est présente? Ou est-ce qu'il y a juste des objets, des artefacts, des informations? Donc oui, qu'est-ce que c'est un temple Jedi et pourquoi c'est si important de retrouver le premier? Voilà. Et qu'est-ce qu'on y fout là-bas? Rey? Qui est Rey? Qui est Rey? Qu'est-ce qu'elle fout sur Jakku? Qui l'a laissé là? Qui elle attend? Elle dit qu'elle attend sa famille, mais est-ce que c'est
vraiment sa famille au sens génétique, son père, sa mère, ses cousins, tout ça, ou est-ce que c'est les gens qui l'ont élevé, voilà, sa famille. Donc là, je pense que le flou est volontairement oui, bien sûr, laissé, donc on aimerait quand même avoir des réponses là-dessus. On a nos petites idées, hein, mais on spécule pas. On spécule pas, nos spéculances. Kylo dit qu'il a beaucoup entendu parler d'elle. Ouais, alors là, on s'est posé la question, est-ce qu'il a entendu parler d'elle dans l'épisode parce que c'est la fille qui est partie avec le droïde, ou est-ce qu'il avait entendu parler d'elle bien avant, peut-être par Snoke, ou peut-être par... On sait pas, elle est bizarre cette... Ouais. Et on connaît pas son nom de famille aussi, comme Snoke. On connaît pas son... Ni son titre, c'est pas un Dark quelque chose, Snoke. Si, c'est le... C'est le Supreme Leader, ouais. Le Supreme Leader. Il faudra aussi qu'on explique la vision de Rey. Parce que cette vision, elle est bien jolie, mais on ne comprend rien en fait. Enfin, on comprend que ça mêle ce qu'elle a vécu avec ce qu'elle va vivre, puisque à la fin... Et des choses qu'elle n'a pas vécues non plus, parce que quand on voit le couloir de Vador, il y a des choses qui sont relatives à la force de manière générale, mais qu'elle n'a pas forcément vécu elle-même. Ouais. Tout ça au contact d'un objet. Ouais. Donc là, effectivement, c'est vrai que l'épisode 7 introduit les artefacts. Le casque de Vador, avec le sabre laser qui d'un coup... bon, ça on en reparlera tout à l'heure. Et ben on va en reparler maintenant, parce qu'on va vous parler maintenant de la force. Qu'est-ce qui a changé au sujet de la force avec l'épisode 7? Il y a des choses qui ont changé dans la prélogie avec, sur la force quand la prélogie est sortie, l'histoire des midi-chloriens, tout ça, ça a fait débat, tout ça. Et là, du coup, il y a quand même des... Ce serait bien qu'on en parle, ça. On en parlera un jour, une autre fois. Déjà, on a deux personnages, je pense, qui sont pas des Jedi et qui semblent avoir une sensibilité avec la force particulière. Ouais. Particulière. Il y a Maz et San Tekka, donc le gars qu'on voit qui donne les 2 plans minutes au début. Max von Sydow. Au moins, pourquoi lui il avait les plans sur une clé USB. Et Maz, ouais, d'où elle a une affinité comme ça avec la force, sans être un Jedi, d'où elle a récupéré le sabre de Luke, ça aussi. Ah ouais. Ça c'est... Oh, c'est trop long, je t'expliquerai une autre fois. Mais bon, il faut quand même falloir expliquer parce qu'il est censé l'avoir perdu sur Bespin. Quand Dark Vador coupe la main de Luke, elle tombe dans le puits quand même. La main. Et le sabre avec. Donc du coup, elle l'a dans son petit coffre chez elle. On ne sait pas comment. Mais voilà, c'est pratique. Il y a quand même une grosse question, c'est est-ce que Luke a toujours des contacts avec Yoda et Obi-Wan sous leur forme spectrale, fantomatique. Oui, parce que c'est vrai qu'on nous laisse avec l'épisode 6, ou à la fin de l'épisode 6, quasiment le dernier plan, ou l'avant-dernier plan, où il est comme ça et il les voit, tous, Anakin, Obi-Wan et Yoda, il les voit tous. Donc est-ce que ça veut dire que... Est-ce qu'il a gardé contact avec ces entités-là? Est-ce qu'il continue à être en contact avec eux? Ça, c'est quelque chose, bon, c'est normal qu'on n'ait pas répondu dans l'épisode 7, c'est pas forcément une question que pose l'épisode 7, mais c'est une question qu'on est en droit de se poser, de savoir s'il a encore contact, s'il est encore en contact avec eux, et s'ils échangent, et voilà. Qu'est-ce qu'ils échangent? Et on peut même parler de Qui-Gon, mais bon, on pourrait. Alors, on l'a mis dans la force, mais on sait pas trop. R2 qui se réveille au moment où la base Starkiller est détruite. Il y a énormément de coïncidences dans l'épisode 7, ça a beaucoup été dit. Finn qui change de bord comme ça. Le faucon qui est retrouvé rapidement par le faucon qui est sur Jakku, que prend Rey, que retrouve Han Solo, bon alors que ça fait 20 ans qu'il le cherche, que Finn s'écrase à une demi-journée de marche, ce qu'on imagine, sur la planète Jakku, qui a l'air quand même d'être un truc méga énorme. Alors bon, ils disent il faut qu'on retourne sur Jakku, c'est super, mais c'est grand Jakku, c'est un peu grand Jakku. C'est pas gênant ces petites facilités scénaristiques qu'on avait déjà dans la trilogie, mais là il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, ouais. Et du coup, on a l'impression qu'ils veulent un peu expliquer ça en disant bah, c'est le réveil de la force, voilà. Alors le hasard de la force, la fatalité, le destin, c'est ça qui explique un petit peu tous ces trucs-là. Ça serait bien qu'il y en ait qui soient un petit peu expliqués, quoi, ces coïncidences. Faudrait peut-être pas tout foutre sur le dos de la force, quoi, parce que sinon c'est un peu léger, quoi, c'est un peu facile. Il y a aussi le fait que quand ils vont sur la base Starkiller, Pin, j'allais dire. C'est Pin. Pin. C'est Pin et faux. Pin et faux. C'est pas mal. Donc Finn, Chewie et Han Solo, ils vont sur la base Starkiller, là aussi qui est immense, le bordel, il est monstrueux. Ils arrivent, ils rentrent par une petite porte. Ding dong, elle est où Rey? Ils tombent sur Rey direct, quoi. Il n'y a pas de... Ah bah tiens, elle est là. Oh, ils la cherchent même pas, enfin ils la cherchent, mais ils se disent même pas comment on va faire pour... Ah bah regarde, elle est là, il n'y a même pas besoin de la chercher. Bah, mais c'est le réveil de la force. Voilà, il y a aussi le fait que Rey soit trop forte aussi, quand même. Ouais, mais qu'elle maîtrise la force. Bon ça, à la limite, le réveil de la force, il peut être dans le personnage. Oui. Ça c'est... Voilà. Bon. La force se réveille en elle.
Oui, elle le dit bien, donc bon, après elle arrive à faire quand même des trucs assez... Ça on se doute que quand même ils vont aborder le truc quoi, enfin, sinon je vois pas où ils vont aller dans le film. Ouais. Ensuite, dernier gros point qu'il va falloir aussi éclaircir, c'est la situation géopolitique ou galaxopolitique. On nous laisse à la fin de l'épisode 6 avec un empire donc, qui s'effondre, et on imagine une nouvelle république, puisqu'en plus, qui va prendre le pouvoir. On l'annonce dans l'épisode 7, ils détruisent la république. Donc il y a une nouvelle république. D'ailleurs on parle plus de Coruscant, enfin bon, bref. C'est vrai, on parle plus de Coruscant, on pourrait se poser la question... Est-ce que Coruscant fait partie du système qui a été détruit dans l'épisode 7? Je pense pas. Non. C'est le système ostien. Non, ça c'est sûr que c'est pas Coruscant qui a été détruit. C'est quand même bizarre ça a été dit, machin, mais bon, c'est super bizarre de pas avoir repris la capitale de la République dans la prélogie, d'en avoir foutu une autre qu'on voit pas 2 secondes, et qui se fait démolir. Ouais. En fait, on ne comprend pas la place de la Nouvelle République dans cet univers-là, et on ne comprend pas non plus la place du Premier Ordre. C'est-à-dire que le Premier Ordre, c'est censé être du coup un mouvement dissident, puisque s'il y a une République en place, le Premier Ordre est forcément dissident à la République, et du coup pourquoi il y a une résistance, qui est encore une 3e faction, qui résiste à un dissident en étant allié avec la République. Bah, c'est ça. Ou c'est la République, ou c'est le Premier Ordre, mais du coup tu fous une résistance, c'est super bizarre. Et c'est pas du tout expliqué quoi. Et d'ailleurs on comprend pas non plus le rôle de Leia là-dedans. Parce que Leia, à la fin de l'épisode 6, on se doute qu'elle va être dans la République. Oui, donc là elle se retrouve générale de la résistance. Donc bon, c'est vrai que c'est un peu son côté battante et tout, elle veut... Voilà. On dirait que la résistance c'est la partie militaire de la République. Ouais, c'est super bizarre et c'est pas du tout expliqué et on comprend pas, même la base Starkiller, est-ce que la base Starkiller c'était le QG du Premier Ordre? Cette victoire en fait, elle n'a aucun poids parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont accompli. Et Snoke, donc il est pas sur Starkiller, donc on imagine qu'il y a un autre QG ailleurs. Je pense qu'il faut qu'on nous explique où ça en est quoi. Où en est la République, où en est la Résistance, où en est le Premier Ordre. Dans la trilogie originale, la rébellion, bon c'est une rébellion, il y a un empire en place. Donc je comprends que l'empire c'est... Ouais. L'Empire, c'est la toute-puissance, quoi. Et la rébellion, ça peut être un petit groupe. Enfin, on connaît pas non plus la taille de la rébellion, au final. On sait pas si quand ils arrivent là, s'il y a toute la flotte, ou si... On sait pas. Dans l'épisode 6, par exemple. Oui, mais on comprend qu'ils sont en galère, quoi. Voilà, on comprend qu'ils sont loin, parce qu'il y a l'Empire en face. Là, il y a une république qui se fait démonter par le Premier Ordre, et il y a une résistance qui contre le Premier Ordre, mais on ne sait pas... En fait, ce que j'aurais trouvé logique, c'est que la résistance ne devienne la résistance qu'à partir du moment où la République a été détruite. Exactement. Et du coup, le fait de ne pas avoir les enjeux, on s'en fout. En fait, on s'en fout de ce qui se passe. La République, elle se fait démolir en un plan. Il y a 4 planètes qui se font exploser, mais on s'en fout. C'est pas comme dans l'épisode 4 où quand ils détruisent Alderaan, c'est la planète de Leia. C'est la planète de la Leia. Ils sont Même si on la voit pas, on comprend qu'elle a un lien direct avec cette planète et affectif. Ils détruisent sa maison, quoi. Du coup, ça implique un petit peu quelque chose. Là, il y a 4 planètes qui partent d'un coup. Ils sont là. Oh, c'est la République. Non, c'est la République. Ça craint. Ça craint, mais bon. C'est pas grave. Où est Lando? C'est vrai. C'est vrai, moi ça m'énerve. Hein. Bon, mais après il peut être mort. Il peut être mort, mais dites-le bordel. Il est malade, peut-être il est malade ou en cure de thermale. Ou il est retourné sur Bespin chercher du gaz Tibana. Voilà. Mais Lando, Wedge, qu'on nous ait remis Luke, Leia et Yann, ok, mais Lando quoi, enfin je veux dire... Bon, c'est pas grave, mais expliquer quoi, enfin qu'on sache. Ouais, tu balances une phrase en me disant ah Lando, ouais, bon, dommage. Il aurait même pu être avec Yann, Lando. C'est clair. Avec Chewie et Yann, pourquoi pas quoi. Enfin, bon, dites juste qu'ils sont morts, mais tenez-nous au courant quoi. On va avoir des nouvelles, savoir nous. Est-ce que ça va? Qu'est-ce que... Bon, ou alors ressortez-nous-le quoi. Ouais. Faites quelque chose. Billy T. Williams. Voilà un petit peu les questions auxquelles ça serait bien qu'on réponde dans l'épisode 8. Ensuite, il y a des espoirs, c'est-à-dire qu'il y a des choses que nous on attend, qui sont des attentes personnelles, on va dire, hein, qui ne sont pas des attentes posées par l'épisode 7. Mais légitimes quand même. Mais légitimes. Il nous semble légitime même personnellement. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on a? Moi, ce que j'attends, c'est que ce soit bien. Ça, d'accord. Moi, ce que j'attends, c'est que ce soit pas une redite de l'épisode 5, comme l'épisode 7 a été une redite de l'épisode 4. C'est-à-dire que c'est bon, on a posé l'univers, on a posé des nouveaux personnages, on a posé des nouvelles situations. On a relancé la franchise en reprenant les éléments qui fonctionnent. Ok. Allez-y maintenant, c'est bon, vous pouvez y aller, faites-vous plaisir. Prenez des risques. Ryan.
On compte sur toi, mec. Hein. Voilà, faut prendre des risques, faut sortir des choses qu'on n'a jamais vues, quitte à se rater, mais c'est pas grave, il faut prendre des risques. Et j'ai peur au vu des bandes annonces qu'on soit sur un truc calqué avec l'épisode 5. Alors je sais que les bandes annonces il faut les prendre avec des pincettes et c'est vrai que c'est toujours difficile de faire des analyses de bandes annonces parce que on peut nous foutre tout, n'importe quoi, des situations, des personnages qui répondent à d'autres personnages qu'en fait ils sont pas au même moment. Des rêves, des visions. C'est vrai que dans la bande-annonce de l'épisode 7, il y avait la vision dorée là où on voyait les maîtres de Rennes. On se dit, waouh, sous la pluie et tout, ça déboîte. Au final, tu les vois pas plus dans le film que dans la bande-annonce. C'est ça. Mais voilà, j'ai peur parce qu'on nous refout des TBTT, on nous refout une planète blanche. Alors c'est pas, ça appelle pas de la neige. Mais bon, hein, quand même. Avec des speeders qui vont se battre contre les quadripodes. Ouais. On remet la formation. La formation. Bon, on sent qu'il va y avoir des différences. Désertique. Et puis visuellement aussi. Parce que quand même la prélogie, on peut dire ce qu'on veut sur la prélogie, il y avait quand même du nouveau dans le visuel, dans les vaisseaux. Donc là effectivement le fait de ressortir les quadripodes, on est déjà avec les Helix depuis un moment, c'est cool de retrouver cet univers fidèle à la prélogie, enfin la trilogie originale. Mais du coup un peu de nouveauté ça serait quand même pas mal, ça suffit pas juste de redesigner vite fait les trucs pour que ça colle quoi. Et moi même si c'est des petites choses, j'aimerais bien des liens avec la prélogie. Je trouve que la prélogie elle a été vraiment mise de côté. À mon goût, trop. C'est-à-dire, on fait, ouais, elle n'existe pas, elle n'a pas plu aux gens, alors que ça, bon, c'est discutable. Mais à ce point de l'occulter, je trouve que c'est pas forcément une bonne idée. Tu veux, Jar Jar Binks que je revienne. Non, mais ça peut être des allusions au midi-chlorien ou je sais pas, au Sénat, à Coruscant, à l'élu. Est-ce que la prophétie a été atteinte? Est-ce que l'équilibre a été atteint à la fin de l'épisode 6, de l'épisode 3? Au final, c'est pas très clair cette histoire-là. D'autant que la question de l'équilibre, elle est encore suggérée dans les trailers de l'épisode 8. Oui, c'est vrai qu'on reparle beaucoup de l'équilibre dans l'épisode 7 et dans l'épisode 8. Qui fait lien avec la prophétie, voilà, de la prélogie. Voilà les petits potes, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura donné envie d'aller voir ce film au cinéma. Nous, en tout cas, on va y aller, ça c'est sûr. On vous fera sûrement une petite vidéo pour vous donner notre avis, voilà, voir s'ils ont répondu à quelques-unes de ces questions. Même s'ils répondent à 25%, ce sera déjà pas mal. Énorme. Sur ce, portez-vous bien, allez au cinéma, gros bisous, à bientôt et soyez sages. Ciao. Salut.